Bonsoir, bienvenue au cinéma de Méliès, bienvenue pour cette séance de Mad God. Je vous avoue, je suis hyper content de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Je m'appelle Alan Chic, je fais partie de l'équipe de programmation et je vous dirai juste deux mots, c'est un peu une séance spéciale aujourd'hui. Mad God, on l'a programmé, on l'a découvert en festival il y a 2 ans je crois, et il a mis du temps, beaucoup de temps à sortir parce que vous allez voir, c'est un film qui est difficile à vendre, difficile à résumer, difficile à appréhender. Comme c'est de l'animation et que nous on aime l'animation et qu'a fortiori c'est de l'animation pour adultes, enfin de l'animation qui s'assume comme telle, on a invité des gens qui parlent eux aussi d'animation, qui ont un podcast qui s'appelle En intervalle, qui est plutôt sympa, donc je vous invite à écouter. Et donc à l'issue de la séance, on va enregistrer un podcast, donc on vous invite à échanger avec nous parce que c'est aussi le but. Ce qui est marrant surtout, c'est qu'il y a des gens qui interviennent et qu'on ne sait pas où ça va, ça donne une autre teneur. Donc l'idée c'est que vous voyez le film, et ensuite, on en discute ensemble du mieux qu'on peut. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Alexandre Coidal et Simon Le Glohan du podcast En intervalle. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien écoutez, on est ravis d'être ici, Merci. au Méliès de Montreuil, avec vous ce soir. Donc on va parler un tout petit peu avant le film, mais pas trop, parce que de toute façon vous allez voir le film, et puis qu'on va encore être là après, comme disait Alan, pour enregistrer en live. Donc un épisode pas tout à fait comme d'habitude. On va en tout cas enregistrer un moment d'échange comme ça qu'on va avoir avec vous, et puis entre nous. Habituellement, avec En intervalle, nous on est plutôt autour d'une table, autour de plusieurs tables, des fois en visio et tout, à discuter juste entre membres de l'équipe du podcast. Et puis là, on aime bien nous aussi expérimenter des fois en ajoutant toute une salle de cinéma à l'équation pour discuter un peu et voir ce qui émerge des directions dans lesquelles vous nous emmenez. Donc deux petits mots peut-être sur le podcast quand même. En intervalle, c'est un podcast assez jeune quand même, qui a un peu plus d'1 an, qui parle effectivement de l'animation sous toutes ses formes. Ce qui veut dire qu'en gros, ça va parler de l'animation en essayant de varier au maximum les techniques d'animation qu'on va aborder. Donc pas seulement du dessin animé en fait, mais aussi d'autres techniques. Mais aussi en essayant de varier en fait les origines des films dont on va parler. On va essayer de faire une espèce de petit tour du monde comme ça de l'animation. Donc on va parler d'animation japonaise, américaine, mais aussi d'animation hongroise dernièrement par exemple. Donc on essaye de creuser un petit peu l'animation à l'échelle mondiale et puis aussi à l'échelle temporelle parce que on parle pas de films qui viennent forcément de sortir. Alors là aujourd'hui du coup on est très content d'être là pour un film d'actualité, mais qui va aussi être un peu un voyage dans le temps. On y reviendra. C'est un film qui s'inscrit dans un temps long, qui s'inscrit dans une histoire en tout cas du cinéma. On vous en dira plus tout à l'heure. Et donc, globalement, voilà, donc Mad God, un film de Phil Tippett, c'est un film en stop motion, donc c'est du cinéma d'animation qui va se faire dans le physique, avec des choses qui vont être construites en dur ou en mou, on va voir, mais globalement qui vont se construire, en tout cas dans la réalité, avec des figurines, des décors réels qu'on va ensuite donc photographier, image par image. C'est du travail de longue haleine, bien costaud. Et donc c'est un film Mad God qui est fait quasi intégralement comme ça. Il y a un petit peu de numérique quand même pour encadrer le tout, mais c'est beaucoup de stop motion, c'est quasi intégralement ça. Alors avant de passer la parole à Alexandre, peut-être une petite question juste pour prendre un peu la température. Qu'est-ce qui connaît Phil Tippett dans la salle au levage de main peut-être On est sur à peu près une moitié, j'ai l'impression. Phil Tippett, en fait, vous allez voir, pour ceux qui ne lèvent pas la main, vous connaissez peut-être pas le personnage, mais vous connaissez sans doute son travail. Et Alexandre, je te laisse faire une petite intro peut-être sur le bonhomme avant de commencer le film. C'est non seulement un grand créateur de monstres, dont vous avez forcément vu les films, entre autres Jurassic Park, Robocop. Il a été superviseur des effets spéciaux sur bon nombre de très grosses productions. Star Wars, évidemment. Mandalorian aussi récemment. Il a aussi. Ouais. J'avais pas vu ça. Mais donc c'était très tôt en fait. C'est une passion comme ça qui lui est venue dès qu'il a découvert les effets spéciaux sur donc King Kong, les premières intégrations d'effets spéciaux en stop motion avec les aventures de Sinbad ou Jason et les Argonautes sur lesquels travaillait Harryhausen. Et très vite, en fait, il va commencer dès 15 ans à travailler sur des projets amateurs comme ça de films de SF et de fantastique. Et c'est en arrivant ensuite dans son école d'art en Californie qu'il rencontrera petit à petit les équipes de George Lucas, donc d'un studio d'effets spéciaux qu'on appelle ILM, Industrial Light and Magic, qui va entièrement redéfinir un peu ce qu'on connaît aujourd'hui d'effets spéciaux, jusqu'au moment qui a été très crucial pour lui dans sa carrière, où il doit travailler sur Jurassic Park de Steven Spielberg. Il fait des propositions de modèles et d'animation, mais il y a un grand ennemi qui arrive, à savoir les effets spéciaux numériques, et ça va être très déchirant pour lui de devoir petit à petit s'adapter à ces nouvelles techniques, mais on voit avec ce film en tout cas que non seulement il a réussi à les intégrer surtout le processus de création de ces effets spéciaux, on pourra revenir dessus plus en détail tout à l'heure, a également perpétué quelque chose qui lui est très très cher avant tout, c'est la stop motion, la création de monstres très organiques comme ça, et continue à créer surtout ces mondes qui
qu'il crée depuis maintenant. Enfin, il a 71 ans, donc ça, ça commence à être un doyen dans la matière. Alors, vous avez compris, donc vous allez voir un film qui fait 1h24, qui ne va pas vous laisser indemne. Si jamais vous voulez Ça prévient, ouais. On n'est pas extérioriser vos peurs, vous restez avec nous. Ça va durer à peu près une demi-heure, parce que après, nous aussi, on doit rentrer chez nous. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci à vous. Je vous souhaite une très très bonne séance. Je vous souhaite un bon voyage vers l'enfer et on se voit dans 1h24. Merci. Bonne séance. J'espère que l'expérience a été agréable. Je vais rappeler le principe. Je vais laisser la parole à Simon et Alexandre qui vont débriefer le film. Et l'idée, c'est que vous allez commencer à déblayer le film. Et puis, si vous voulez intervenir, surtout, n'hésitez pas. Je pense que c'est ça qui donne un peu de sel à ce podcast. N'hésitez pas à intervenir. Levez la main, je vous ferai passer un micro. On va commencer par faire peut-être pour briser un peu la glace. On va faire un petit débrief peut-être sur notre expérience à nous parce que tous les deux c'était la première fois qu'on le voyait en salle. Moi je l'ai vu sur mon petit ordi portable donc c'était un peu différent quand même. C'est un peu intense là de parler juste après. Mais oui, moi c'est un film que j'aime beaucoup, ça se confirme. Il y a la performance visuelle qui est quand même assez ouf, ça on reviendra dessus sur la manière dont ça a été fait. Et puis on pourra en parler plus en détail. Mais je trouve qu'il y a quelque chose aussi d'assez fascinant dans ce film. Il y a un côté galerie des horreurs, un peu exploration comme ça de plein de scènes où on va creuser toujours un peu différemment dans le registre de l'horreur, où tout ça continue à sembler avoir du sens en tout cas, où c'est pas gratuit. C'est un film qui est hyper triste en plus d'être hyper sombre et hyper trash, hyper morbide. Et je trouve que ça donne au film en fait quelque chose d'assez vraiment d'une mélancolie constante comme ça. Et il y a un truc en fait au niveau de sa narration qui m'a pas mal marqué à nouveau, c'est la manière dont le film il échappe toujours juste un peu à la compréhension en termes narratifs. C'est-à-dire que on a toujours l'impression de saisir ce qu'il veut nous raconter, et on le saisit en fait partiellement, mais il va toujours un petit peu nous montrer, juste la scène suivante, que non, en fait, on n'est pas tout à fait dans le bon sens. Il va jamais nous laisser totalement de côté, mais on va jamais être totalement à notre aise, et il va toujours nous emmener un peu plus loin que ce qu'on imaginerait. Donc je trouve que, sur le côté narratif, pareil, on pourra vous raconter un peu plus de la manière dont ça a été écrit, dont ça a été pensé, cette histoire, qui n'en est pas vraiment une, en tout cas qui n'est pas une histoire à la narration classique, mais moi c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. En somme, je suis complètement d'accord avec toi. Je sais que la première fois que j'avais vu le film, j'avais un peu regretté ce côté très, même pas décousu, mais très ténu en tout cas de l'histoire entre guillemets. En revoyant au début, je t'ai fait la remarque, c'est incroyable la quantité de petits détails qu'on peut rater en fait en regardant un film sur un ordinateur. Ça rappelle un peu l'importance de voir certains films en salle. L'enchaînement comme ça d'endroits, d'espaces qui communiquent très bien dans le montage et dans l'enchaînement, dans la façon dont tout se succède, notamment avec cette espèce avec le bathyscaphe, rien qu'au début, ça annonce un peu le programme, on va passer un peu du tout au tout, mais on n'aura pas l'impression pourtant que tout jure, il y a quand même une espèce de logique d'ensemble qui tient très bien les choses, on passe à travers tous les cercles d'un enfer imaginé par une équipe, et on passe d'une échelle à une autre. C'est très étonnant, le personnage a l'air à certains moments de faire 1m80, à d'autres moments on dirait qu'il fait seulement 30 cm dans certains environnements. Cette succession maintient toujours un peu des attentes, et au final c'est assez curieux, on en arrive à une forme de narration qui n'a pas besoin de narration. Arrivé à un moment dans le film, j'en avais vraiment plus rien à faire en fait, que ça raconte quelque chose ou pas, vu que tout passe vraiment plus par le visuel. Moi j'étais un peu obsédé par je sais pas, d'essayer de trouver un fil à tout ça, mais bon, je vais pas raconter mon analyse ici, je pense que sinon ce serait un peu relou. Mais par contre, je trouve que ce travelling constant en fait dans le film, il y a vraiment un petit côté train fantôme en fait, je trouve. Et un petit côté, alors moi c'est un truc qui m'avait marqué la première fois aussi, une narration que je trouve moi perso un peu vidéoludique, au sens où il y a vraiment un côté enchaînement de séquences où on va surtout se déplacer dans l'espace, rencontrer souvent de l'adversité ou en tout cas des horreurs. Tu peux penser aussi à des niveaux, à quelque chose qui tient du en plus, crawling, à certains tableaux comme ça. Chaque scène fonctionne avec un tableau en particulier. Ouais. Vous disiez que c'était un petit peu vain d'essayer de trouver une forme de narration au sens peut-être dramatique ou scénaristique du terme, mais en effet c'est un cinéma de mise en scène qui communique par l'image et le symbole. Est-ce que quand même selon vous il y a une mise en scène symbolique, ou en tout cas il y a un message qui passe par les symboles? Moi, j'avoue que un peu comme vous, j'ai eu du mal à lire quelque chose, mais on sent que c'est autour de la création-destruction. En plus, ça s'appelle Mad God. Est-ce que c'est peut-être par là qu'on peut chercher un peu la note d'intention de Tippett? Il aurait commencé en fait à écrire ce projet à partir de son journal de rêve. Le scénario devait faire à peine 15 pages. Ce qui l'avait intéressé tout d'abord, c'était d'essayer de retenir quelle serait la structure en fait. Donc sur cet enchaînement-là, il est également assez féru de psychanalyse. Il cite énormément de choses. Ça ne donne jamais l'impression de faire trop fourre-tout ou trop pot pourri, à savoir comment il a fait le tri. Je sais pas s'il a fait trop le tri en fait. J'ai l'impression qu'il a justement, il y avait ce côté effectivement rêve dont tu parlais, qui était donc c'est un peu une clé de compréhension, je trouve, au sens où
ça veut dire qu'en fait tout ça a du sens, mais un sens que lui-même en fait ignore peut-être partiellement. Parce que donc il y avait ce journal de rêve et puis il y avait aussi un rapport à l'écriture automatique. En fait, ce qu'il expliquait Phil Tippett, c'est que lui, ce qu'il faisait pour écrire son film, c'est que des fois il écrivait juste avant de s'endormir les premières choses auxquelles il pensait. Ensuite, il laissait un peu ses rêves faire des connexions. Et puis le lendemain matin, il relisait ce qu'il avait écrit la veille et puis il voyait en fait ce qu'il pouvait en tirer pour le film. Donc il a fait toutes sortes de processus comme ça, mais beaucoup liés à des choses qui seraient plutôt subconscientes. Après, je trouve que dans le film, il y a quand même effectivement ce symbole de la destruction-création qui est assez important. En le voyant, je pensais à ce truc où dans le film, tout est du carburant, mais les vies aussi, en fait. Et du coup, il y a ce perpétuel truc de tout sert à alimenter autre chose, mais à l'arrivée, en fait, qu'est-ce que ça sert d'alimenter tous ces trucs ? Bah, pas à grand-chose, en fait, parce que tout revient en permanence. Et j'ai l'impression quand même que c'est peut-être le cynisme du film où les persos, ils ont une perpétuelle envie de tout faire péter, et en fait, ils n'y arrivent jamais parce que ça crée toujours d'autres trucs qui emmènent à devoir tout refaire péter à nouveau. Mais il y a quand même il y a un côté un peu tragique et un côté, je trouve... Enfin, moi, j'y vois vachement une réaction à l'absurde, de vouloir en finir. Et puis il y a aussi, je trouve, des moments où c'est un peu une fable sociale sur le travail, la guerre, etc. etc. C'est vraiment ce truc de l'absurde et de l'envie de tout détruire, mais qui est vain parce que tout est cyclique et tout est amené à recommencer à chaque fois. Et c'est jamais vraiment agréable. C'est pas gratuit finalement d'utiliser stop motion et ce côté très organique, c'est que justement on parle un peu de vie-mort et en fait de passer par des choses qui sont extrêmement sensitives, sensuelles. Je trouve que c'est du coup, là, pour le coup, la technique fait sens, je trouve, avec ce que vous venez de dire. En tout cas. Oui, carrément, le stop motion a vraiment... de toute façon, il a un rendu à lui, c'est différent en fait. Et c'est vrai que l'aspect, en fait, vu que c'est physique forcément, l'aspect organique, poisseux et liquide et tout ça, il est forcément renforcé, avec tout qui brille, tout qui est un peu gélatineux et tout. Donc ça, c'est sûr qu'il en tire parti au maximum, je trouve, dans ce film-là. Bonsoir. Bonsoir. Juste, je voulais savoir, parce que vraiment le film est bourré de détails, il y a tout qui bouge, et en plus c'est en stop motion. Je voulais savoir, il a pris à peu près combien de temps à être réalisé ? En somme, il a pris 13 ans, mais le projet remonte à 30 ans à peu près. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'il a enclenché entre les travaux de supervision des effets spéciaux de Robocop 2 et Jurassic Park, si je suis à peu près bon dans la chronologie de sa filmo. Et vu que c'est quelque chose qu'il entreprenait tout seul, dans son propre studio qu'il a pu créer à la suite du succès que son travail avait eu sur les films de Star Wars, quand il travaillait avec George Lucas, tout seul, il ne pouvait pas tout mener de front et ça aurait été la ruine. Et c'est en fait, quelques 15 ans plus tard, que un peu des apprentis, des nouveaux collègues à lui, de la relève, si l'on veut, de la stop motion, qui ont découvert dans ses archives les 5 premières minutes en fait, de ce projet. Ils lui ont dit mais tu peux pas laisser ça en plan, il faut impérativement que tu le relances. Ça fait du coup il y a 13 ans, en 2010, quelque chose comme ça. Et ça a été à coup de commandes d'effets spéciaux qui lui permettaient de financer beaucoup de Kickstarter, beaucoup de financement participatif. Puis il s'est un peu laissé aussi emporter parce qu'au début ça devait être qu'un court-métrage. Il pensait s'arrêter à 20 minutes. Bon, il en a fait 1 heure de plus. Il y a aussi ce truc de cadavre exquis, quoi. Il ne pouvait pas s'empêcher d'ajouter des éléments à la descente aux enfers. Enfin, ça a été un projet au très long cours. Il y a beaucoup de personnes qui se sont crasées dessus, tant de l'ancienne garde que de la nouvelle garde. Ouais. Et pour faire juste un petit point sur Phil Tippett, du coup, qu'est-ce qu'il est devenu après la stop motion? C'est plus devenu la norme dans les films de monstres en fait. Ça a été un énorme choc pour lui parce que avant c'était quand on voulait faire un énorme monstre, une créature, on demandait à des gens comme Phil Tippett, et il n'y en avait pas mille des gens comme Phil Tippett, de faire de la stop motion, donc de faire ces créatures-là en physique. Et puis donc avec Jurassic Park, les effets numériques sont arrivés, mais ça ne veut pas dire pour autant que Phil Tippett s'est retrouvé à la retraite. Hein. En fait, avec son studio, du coup le Phil Tippett Studio, ils ont organisé des choses qui leur ont permis quand même en fait de suivre un peu le mouvement. Ou sur Jurassic Park, tout simplement, par exemple, ils ont réussi à contribuer beaucoup au film en construisant des maquettes de dinosaures en fait, donc en stop motion, avec plein de petits capteurs dessus, un peu comme on pourrait faire la motion capture aujourd'hui. Et donc en fait, les mouvements des dinosaures dans Jurassic Park, donc les dinosaures apparaissent en images de synthèse, mais ils sont animés en fait en stop motion. Et donc la stop motion est ensuite photographiée, est ensuite filmée, photographiée, et retranscrite sur ordinateur. Donc ça veut dire que lui derrière, même avec ces techniques qui n'étaient plus les techniques d'actualité, il a continué à contribuer en fait à faire du cinéma de monstres. Et puis derrière, en fait, il est toujours en fait sur plein de films, Phil Tippett, mais voilà, pas forcément sur du stop motion. Mais il est jamais en fait disparu des radars. Et après, le truc, c'est que il s'est beaucoup plus, je dirais, mis au service de ce qu'on lui demandait. Il était beaucoup moins là à appliquer sa patte à lui, alors qu'avant, il se donnait à fond. C'était vraiment, il était pas seulement responsable des effets, il faisait partie souvent des créations qu'il réalisait. Par exemple, dans Star Wars 4, il y a la scène à la cantine avec plein de créatures et tout, et il y a une scène un moment avec un jeu d'échecs où il y a plein de petits monstres en stop motion qui s'affrontent. Et ça, en fait, c'est pas seulement une commande, c'est pas prévu à la base dans le film, qui est cette scène d'échecs
où c'est des petits monstres qui s'affrontent dans Star Wars 4. C'est en fait George Lucas qui a découvert pendant le début du tournage les travaux de Phil Tippett et qui était en mode ouais mais c'est trop bien ton truc et tout. Tu veux pas nous faire une scène d'échecs dans la cantina et tout. Et donc en fait la plupart du temps, on remarque ça quand on étudie un peu sa carrière. La plupart des films en stop motion sur lesquels il a travaillé avant les années 90, souvent en fait il avait vraiment une part dans la création et c'est vrai qu'une fois qu'on est passé aux images de synthèse, il était peut-être moins mis en avant, il était plus bon voilà, on l'a un peu plus oublié. Par exemple, il a contribué à faire les loups-garous dans Twilight 3. Ça, c'est pas un truc forcément qu'on retient de fou, mais il était là. Par contre, dans son studio, tous les week-ends, pendant qu'il faisait les loups-garous de Twilight 3, il commençait à bosser déjà sur Mad God. C'est un film qui s'est fait à côté, en fait. C'est pour ça que ça a pris tant de temps. C'est un film qui s'est pas du tout fait dans une logique industrielle classique. Il peut pas être rentable en fait en tant que tel. C'est un abysse financier ce truc. Personne ne finance ça, en fait. Vraiment. C'est une anomalie dans le marché. Oui, en plus. Mais Et c'est fou que ça existe. C'est fou que ça existe. Mais c'est complètement fou qu'on se retrouve ce soir à voir un film qui est distribué, etc. Et moi, je vous assure, je l'ai vu en festival il y a 2 ans. Je me suis dit, si ce truc sort, c'est un truc de fou. Et pour compléter ce que tu as dit, Simon, et pour peut-être répondre un peu à votre question, monsieur, Philippe Tippett, c'est pas du tout quelqu'un qui est aigri. Il vit dans son studio, il vit assez seul. Vous avez vu son film, on peut supposer comment il voit la vie, mais c'est pas du tout quelqu'un d'aigri. Et pour vous, il travaille avec des gens, il travaille sur des blockbusters, comme on l'a dit, il travaille sur des gros trucs. Et en prélude de la séance, je vous ai dit qu'il avait travaillé sur le Mandalorian. Et la personne qui réalise le Mandalorian, c'est Jon Favreau, qui joue Happy dans Iron Man, qui a joué dans Friends, etc., qui a réalisé le remake en prise de vue réelle du Roi Lion. Donc c'est vraiment un des espèces de soldats de Disney, quelqu'un qui est très puissant à Hollywood, etc. Et Jon Favreau est allé dans le studio de Tippett, il a dit c'est dingue ce qui se passe, etc. Tu veux pas venir pour Star Wars Mandalorian? Il a dit ouais, ok, pourquoi pas. Alors qu'il travaille sur Mad God. Donc en fait, non seulement c'est quelqu'un qui est incapable de dire non, mais en plus qui est toujours excité à l'idée de travailler sur ça. Et qui plus est, Mandalorian, c'est quelque chose qui clique beaucoup chez les fans. Il a quand même travaillé sur Star Wars l'original, etc. On aurait pu se dire non, il va pas dénaturer l'œuvre de Lucas. Et en fait non, il y va. Et voilà, ça montre que Tippett c'est quelqu'un de très très ouvert et qui se concentre surtout sur les projets et que c'est pas du tout, il a pas du tout il peut avoir cette image de quelqu'un qui, en plus il est hyper barbu, hyper comme ça, il fait un peu ours, mais c'est quelqu'un d'assez ouvert sur les projets. ouais, il fait plus un peu vieux hippie. Mais je pense que la seule manière d'aigrir Phil Tippett, c'est de l'empêcher de travailler. Là, je pense que tu peux vraiment le rendre complètement fou. Oui, c'est un bourreau du travail. Ouais, il est assez maniaque. Sur Mad God, à la fin de la création du film, il a fait un petit séjour en hôpital psychiatrique parce qu'il s'était tué sur son film. Donc il a quand même un rapport à la création assez toxique. Enfin, il en parle aujourd'hui avec du recul et il en parle sans problème. Et c'est un truc qu'il a du mal à gérer, mais en même temps, ça lui a permis de faire ça. Après, voilà, il y a toujours ce que c'est fascinant, de toute façon, de ce film qui serait un peu presque un film d'une vie, en fait, parce qu'il y a passé, il a passé 13 ans effectifs, mais 30 ans à y penser. Et donc c'est un côté fascinant, forcément, un côté artiste fou, mais qui aussi forcément ses limites en termes de danger pour lui-même, en fait. Mais voilà, a priori, il va pas en refaire un tout de suite, un Mad God, il a dit. Mais il a quand même un peu envie. Il a quand même pensé à une suite. Mais il y a du matériel pour la suite. Ouais, il a envie de faire des trucs, mais il attend un peu. Bah, la prochaine idée serait justement de faire. Enfin, c'est Shudder qui distribue le film en VOD aux États-Unis, donc qui est une plateforme de VOD spécialisée dans le film de genre, qui lui a commandé en fait une version en long métrage d'un court métrage que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle Mutant Land, qui est entièrement réalisé du coup pour le coup en images de synthèse. Donc, je pense que ça prendra beaucoup moins de temps et que ça peut-être que ça lui bouffera moins d'énergie. Croise les doigts, le prochain long métrage de Phil Tippett devrait être intégralement en images de synthèse. Et justement, on a beaucoup parlé du fond. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la forme du film? On a parlé de stop motion, etc. On a un peu déblayé ce que c'était, mais est-ce que vous pouvez revenir sur la construction même esthétique du film, sur son animation, etc. Je pense qu'on peut évoquer la question de la go motion, parce qu'on parle beaucoup de stop motion, mais Phil Tippett a aussi breveté, si l'on veut, notamment, c'était à partir du Robocop, je crois. C'est avant encore, je pense qu'il le fait déjà. Ouais, c'est ça, Star Wars 5, ouais. Ouais, sur avec les Tauntaun, ouais. ouais. Donc, juste pour que le podcast, c'est une intervention du public, quelqu'un très fort qui a lancé l'Empire contre-attaque. Ce que vous a pas. Oh la vache. Disons qu'une marionnette peut représenter à peu près cette taille-là. En fait, souvent, il y a plusieurs tailles Ouais. par marionnette, selon si c'est en gros plan ou en plan large. Et les maquettes dans le film, on voit, il y a beaucoup de moments, évidemment, où en fait, c'est quand même, en fait, il y a du compositing numérique. L'assemblage final de l'image, en fait, où finalement, ça va pas être juste une prise de vue qui a été faite dans son décor, mais où en fait, un personnage va être filmé sur fond vert et puis être associé à un décor qui a été filmé à un autre moment, mais aussi en stop motion. Donc, il utilise beaucoup en fait le numérique pour assembler
ces morceaux de stop motion dans le film, mais ça lui permet comme ça de jouer sur les échelles beaucoup. Il le faisait déjà avant qu'il y ait du numérique, hein, mais là, c'est vrai qu'il utilise du coup maintenant Il se fait ces plaisir. outils à sa disposition pour en profiter à fond, quoi. Non, je parle de la dimension du personnage, des vrais personnages. On voit qu'il y a des vrais acteurs qui jouent, mais on Oui. voit aussi comme le scaphandrier qui descend. Là, il doit être à peu près comme Action Man ou G.I. Joe, comme Barbie. à peu près, Grosso j'imagine. modo, ouais. C'est ça exactement, ouais. Après, il vois. peut y en avoir du coup d'autres versions, comme je disais juste avant, mais effectivement, en fait, les maquettes effectivement sont pas à taille réelle du tout. Non. C'est vraiment à taille réduite pour le film. Et il faisait ça. Il y avait un lieu pour ça. C'est chez lui, dans son garage, quoi, il faisait ça. Il a commencé dans son garage, mais comme je disais, il a pu s'acheter les moyens d'un studio propre, qui est en fait un immense atelier, quoi. J'imagine. Et un plateau, si vous voulez, un décor, ça peut représenter, mettons, une table de ping-pong. Et je pense que je vois à la baisse en plus. Oui, ça peut être plus grand. En fait, selon les besoins, ça peut être effectivement de taille variable. Mais effectivement, c'est quand même à échelle réduite. Il avait quand même un lieu, quoi. Il faisait pas ça dans son petit garage. Enfin, il a quand même tout des gros moyens. stocké le reste, toutes les bagnoles, j'imagine, il y a, bon, c'est l'Amérique, hein, mais on imagine, David Lynch a mis 7 ans pour faire Eraserhead, là, il met 30 ans. Ben, comme je dis, c'est la peinture. Pour moi, il n'y a aucune parole. On est dans la peinture. Ouais. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a de la musique, des images, donc c'est intemporel, c'est magique. Donc, on peut inventer ce qu'on veut, c'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est un truc qu'on peut revoir. Puis chaque jour, on regarde le film, je pense qu'on voit toujours d'autres choses. Ça, C'est ça vrai, qui est beau. Il n'y a pas d'accent comme moi. C'est vraiment des personnages qui bougent et c'est magnifique. Voilà. Ben non, c'est Merci. génial. C'est vrai que les seules paroles qu'on entend dans le film sont purement dans la langue de Molière et il y a enfin bon, c'est que de l'insulte, quoi. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis tombé dans l'animation quand j'étais petit au Festival d'Annecy en 1965. Alors là, je voudrais tout de suite savoir s'il a été projeté à Annecy, ce film. D'accord. Après, comment j'ai reçu le film? Il y a eu beaucoup d'agacement à un moment donné devant l'effet catalogue. Alors je me disais, bon, ça dure combien de temps comme ça, quoi. Et puis quand même, il y a eu un rythme qui s'est installé dans le film. J'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui reliait les différents épisodes, parce qu'on peut parler un petit peu d'épisodes en fonction des milieux dans lesquels ça se passe. Et donc, je me suis dit que finalement, ce qui reliait tous ces éléments dans le temps, c'était l'humour. Parce que j'avais vraiment envie de rigoler plus que de nécessaire. Et puis, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y avait 2 films. C'est-à-dire qu'il y a tout le commencement, il y a tout ce tout ce que je viens de raconter, ce que vous avez raconté, etc., etc. Et à un moment donné, il se passe quelque chose. Et là, c'est peut-être le tout petit moment d'identification possible. C'est-à-dire, c'est quand il y a l'extraction du bébé. Tout d'un coup, il se passe autre chose. Parce que la question qui est posée, c'est est-ce qu'ils vont le bouffer aussi? Je veux dire, à quel moment ils vont le bouffer, quoi? Bon, ils vont marcher dessus, ils vont l'avaler, ils vont quoi, etc. Et pendant un long moment, là, jusqu'à la fin du film, en fait, ce bébé, il a un statut nouveau, quoi. Il y a un autre monde là qui s'annonce. Et alors là, il y a un grand moment de poésie pure. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de créature flottant, enfin avec des, comment dirais-je, pas mal de drapés flottants noirs là, qui évolue d'une manière très particulière. Et là, on suit un peu l'affaire. À la fin, il y a une sorte de transmutation alchimique. Ouais. Il y a un lingot d'or qui est fabriqué à partir du bébé. Ils en ont fait quelque chose. Il y a une projection, il y a un avenir quelque part. Et merci pour le film. Il n'y a pas de quoi. Merci. Et juste sur Annecy, donc c'est le plus grand festival d'animation au monde qui a lieu à Annecy, qui démarre en juin. Il n'a pas été sélectionné. Je suis d'accord avec vous, c'est un mystère. Pourquoi il n'a pas été sélectionné? Est-ce que c'est les programmateurs qui ne l'ont pas aimé? Est-ce que le film n'était pas fini quand le festival a débuté? Après, il a beaucoup tourné en festival. Il était au festival de Locarno, un prestigieux festival en Suisse. À Paris, il a été montré plusieurs fois dans plusieurs festivals. Bon, c'est vrai qu'il manque Annecy, mais il a quand même eu une belle carrière. Et peut-être au bout du bout, à chaque fois qu'il allait en festival, il était... je ne vais pas dire qu'il était bien reçu, mais en tout cas, il était reçu et les gens en parlaient. Et je pense que c'est ça qui a incité un distributeur français qui s'appelle Carlotta, qui distribue des films de répertoire. Et là, ils sont placés sur ça. J'avoue, quand ils m'ont appelé pour me dire ça, je n'ai pas compris. Mais je leur remercie chaleureusement. Quand vous avez expliqué qu'il a mis je ne sais pas combien d'années là-dessus, il y a un côté douloureux, un peu peut-être.
Mhm. Et ça m'a renvoyé à Jodorowsky avec Dune. Sauf que là, à la fin, le film, il est vraiment là, quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est intéressant aussi quand même à faire le lien avec Jodorowsky, vous parliez de BD, très souvent dans les références du film ou ce à quoi le film peut très vite faire penser, généralement on évoque le Jardin des délices de Jérôme Bosch ou l'Enfer de Dante, ce genre de choses, mais très peu souvent j'entends parler de la revue Métal Hurlant. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de ces vignettes aussi. Bon, on parle souvent d'unités très, très courtes comme ça, qui enchaînent des situations souvent absurdes, souvent terribles, mais jamais totalement éloignées effectivement d'un certain humour, d'un certain sarcasme, voire d'un certain cynisme. Et on retrouve ensuite les mêmes personnages la semaine suivante, quitte à ce qu'ils soient remplacés par un autre qui a exactement la même tête. Enfin bon, en vérité, est-ce que Drouillet lui-même n'était pas déjà inspiré par le Jardin des délices de Bosch? Il y a effectivement des situations qui peuvent être assez drôles dans l'ensemble. Oui, je pense que dès le début du film, en fait, on voit trois Pères Noël qui s'insultent et ils sont écrasés. Et là, on voit que c'est sûr, le film, il est là pour aussi du grotesque. En fait, il y a vraiment ce côté grotesque, humour noir, humour, mais je dirais avec un peu de cynisme quand même, et qui pour moi n'empêche pas la tristesse un peu que je relevais dans le film. Les deux, ils collaborent justement vraiment dans le film. Mais je suis d'accord qu'il y a un moment tournant en fait dans le film où il se met à raconter autre chose, où il éclaire un peu ce qu'il veut nous dire. Toute la scène en fait de l'opération, elle représente ce point pivot. Avec moi, la scène qui m'a beaucoup marqué, c'est la scène où il voit la trotteuse de l'horloge qui ralentit de plus en plus, et on a l'impression qu'en fait chaque seconde est dure à passer. On passe à l'identification pour la première fois, et où on se met dans le regard du personnage, qui est dans une douleur tellement énorme qu'en fait le temps devient hyper lent et refuse même d'avancer tellement il est en souffrance. À ce moment-là, je trouve qu'on partage vraiment, vraiment sa douleur et que c'est un moment qui permet de colorer le film un peu d'une autre manière en tout cas. Puis après, il y a le bébé, puis cette créature qui se démarque du reste en fait, dans sa manière de bouger. Et là, quelque chose de très flottant en fait dans la stop motion, ça perturbe, ça vient choquer, ça vient se distinguer du reste, et ça vient peut-être avec une certaine poésie que vous avez évoquée aussi. Oui, j'avais juste une question parce que tout à l'heure tu parlais de Go Motion. C'est quoi la Ah différence oui, on n'a pas pu expliquer. Oui, alors revenons-y. La Go Motion, c'est un travail en fait qui demande beaucoup de précision aux animateurs, étant donné que en animation, dès qu'on prend une photo, donc une phase, l'image est forcément nette. On ne peut pas avoir d'impression de mouvement, comme un flou photographique, vous voyez. En fait, c'est un dispositif qu'il a mis en place justement sur les Tone dans, rappelle-moi l'épisode de Star Dans Wars. Star Wars 5. Merci. Où donc ce sont des destriers qui leur servent à se déplacer et il faut avoir cette impression-là. Et il voulait avoir ce petit plus d'un flou de mouvement en fait. Et pour ce faire, ils étaient accrochés à des tiges. Bon, petit à petit, ça va être de plus en plus automatisé par ordinateur, par motion control de mouvement. En fait, la photo est prise sur un déplacement de l'objet qui s'apprête à être animé. D'où l'expression Go Motion. Enfin, on prend la photo précise de la phase qui va servir aux 24 images de l'animation dans un léger déplacement, un mouvement pour avoir cette impression-là et créer beaucoup de dynamisme. Et il y en a notamment la créature qui, juste après qu'il arrive à poser sa bombe et que sa bombe n'explose pas, on voit qu'il y a énormément de Go Motion à ce moment-là, par exemple, dans le film. C'est un peu l'inverse d'une mise au point en fait. C'est vraiment c'est quelque chose qui va flouter au lieu de cerner un objet, quoi. Vous n'avez pas forcément parlé de l'évolution du médium au fur et à mesure du film. On voit qu'au début, on est vraiment en full stop motion et à la fin, on a de la 3D, on a de plus en plus d'acteurs. J'imagine que ça a été un tournage chronologique, c'est-à-dire que donc, les premiers tournages, c'est donc des années 2010 ou 2000. Et donc, ouais, la toute fin, c'est ces dernières années finalement qu'il a dû complètement finir. Même on le voit avec l'amélioration de l'image, le grain est plus du tout le même. Ouais. Je sais pas si vous aviez C'est une super remarque. Non, mais effectivement, si au début, à mon avis, certaines peut-être images ont été à l'origine prises sur pellicule, sans doute, donc je sais pas, 16 ou voire du 35, mais vraiment, il doit y avoir que 5 minutes qui ont été prises dans les fin des années 80, début 90. Quand on sait ça, en fait, en voyant le film, les 5 premières minutes, en fait, elles ont une patte à elles, et elles sont presque une espèce de note d'intention. On voit les techniques évoluer. Il y a aussi effectivement ce moment où les acteurs arrivent qui changent un peu la tronche du film, quoi. Et c'est vrai qu'à la fin, on retourne vraiment dans la stop motion, mais beaucoup plus numérisé, en fait, avec beaucoup plus d'effets, notamment toute la séquence finale, en fait, où il en met un peu partout, il utilise plein de techniques différentes. Donc c'est vrai que c'est un film qui est aussi marqueur, en fait, de la période à laquelle il a été fait et surtout du temps long dans lequel il a été créé. Donc c'est un film qui s'inscrit dans une histoire, en fait, du cinéma d'animation aussi, et dans l'histoire de Phil Tippett, forcément. Je voulais savoir si vous aviez vu le film Junkhead en stop motion. Merci. Et C'est vrai que les deux ont Bah, beaucoup de choses à voir, ouais. Il m'a beaucoup fait penser à ce film en version plus fantastique. Mais... Une précision, Junkhead est un film qui est sorti l'année dernière en France, qui n'est pas au Festival d'Annecy, donc ils ont peut-être aussi un problème avec la stop motion, qui est un film japonais, qui, moi, je vous invite vraiment à le voir. On l'a diffusé au Méliès, on n'était pas beaucoup. Et c'est un film qui a été réalisé par quelqu'un qui est tout seul
et dont l'univers fait penser à Mad God. Merci beaucoup le public parce que vous aviez. Merci beaucoup. Ouais. Et merci beaucoup aux garçons. Merci Alan de nous avoir invités. Ouais, Normal. merci Un encore grand une fois, plaisir. Méliès. Ouais.